Bonjour à tous, on va pouvoir commencer la présentation donc sur l'air comprimé qui vous sera présenté aussi aujourd'hui par Éric Dochel, qui est directeur de l'innovation et du développement au sein de notre filiale Quali Consult Exploitation. Alors ça va être une présentation qui va durer à peu près une demi-heure et ensuite on pourra avoir un échange de questions-réponses. Si vous avez des questions qui arrivent au fil de l'eau, je vous propose de les poser dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. L'onglet chat qui est plutôt réservé pour des échanges informels. L'onglet questions est vraiment destiné aux questions sur la présentation. Écoutez, je vais laisser Éric prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Audrey, bonjour à toutes et à tous. Donc, petite présentation sur ce que représente le coût de la production d'air comprimé dans les entreprises. Donc, cette présentation n'a pas du tout vocation à faire un cours magistral sur la production d'air, hein, mais bien à ouvrir un petit peu, à s'ouvrir un peu les yeux sur la performance énergétique de cette énergie et combien ça coûte de produire cette énergie. Donc, en préambule, il faut savoir que l'air comprimé est un fluide qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie. C'est un fluide qui est simple à utiliser, qui est universellement reconnu pour ses performances. Par contre, très souvent, les enjeux de production de cette énergie ne sont pas connus ou mal connus, parce que on a souvent comme référence au niveau des différents fluides utilisés, que ce soit l'électricité, le gaz ou l'eau, mais la production de l'air comprimé souvent est mal connue, mal appréhendée, bien que ce soit un des plus gros vecteurs de consommation d'énergie. Alors, comment appréhender les consommations d'air comprimé en réduisant le gaspillage et en analysant les utilisations qui en sont faites? Donc, la conjoncture économique actuelle, donc associée aux enjeux environnementaux, donc impose une nouvelle sobriété qui doit être prise en considération au niveau des impacts de production d'air comprimé. Donc, notre but ici, nous, Quali Consult, n'est absolument pas de vendre du matériel, de vendre des compresseurs, des réservoirs, des filtres, etc. On n'est absolument pas là pour ça, pour forcer la main à qui que ce soit. On n'aura évidemment aucun accord avec les fabricants. On est plus là, nous, pour essayer d'avoir une vision un peu plus haute sur ce qu'est la production d'air comprimé dans une entreprise. Très souvent, que ce soit les industriels, les chefs d'entreprise ou les responsables de secteur, de production ou autres, sont focalisés sur leur métier, ce qui est complètement compréhensible et normal, hein. Leur objectif, c'est de produire des équipements ou de réaliser leurs prestations de service. Et ils n'ont pas forcément le temps de prendre un peu le recul nécessaire pour se demander, mais après tout, mon réseau d'air comprimé, comment il fonctionne, comment je produis mon air, est-ce que tout ça est réellement efficient, est-ce que tout ça est réellement adapté à l'utilisation que j'en ai. Alors, quel constat? Alors, peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ça permet au moins de remettre les choses dans leur contexte. Donc, l'air actuel, l'air ambiant, l'air qu'on respire est gratuit, l'air comprimé ne l'est pas. Alors, ça peut peut-être paraître évident, mais souvent, encore une fois, on se rend compte que personne n'évalue ni n'a conscience que produire de l'air comprimé, ça coûte très, très cher. Donc, le coût de production de l'air comprimé est peu ou mal connu dans l'entreprise, car il est souvent indissociable de la facture d'électricité globale. Les factures électriques, en fait, englobent tout, y compris la production d'air, et on ne sait pas trop, et jamais personne ne se pose vraiment la question de combien ça coûte de produire de l'air comprimé sur un an. L'air comprimé, il faut savoir, peut représenter, suivant la taille des entreprises évidemment, hein, et la taille des installations, on peut représenter de 10 à 40% de la consommation d'électricité totale d'une entreprise. Et son coût, globalement, est élevé parce que faut savoir que un compresseur fait pas partie des machines ayant un rendement le plus efficace. Ça coûte cher de produire de l'air comprimé, voilà, clairement, et on n'est pas sur des machines avec des rendements extraordinaires. Maintenant, c'est comme ça, c'est connu, les industriels travaillent à améliorer les choses, mais ce sont des machines qui consomment énormément d'énergie, qui sont très énergivores. Le deuxième point, l'air ambiant, l'air qu'on a autour de nous est disponible, l'air comprimé, il n'est pas toujours. Et souvent, dans de nombreuses industries, de nombreuses entreprises, l'air comprimé fait partie des fluides qui sont incontournables et dont on a réellement besoin pour pouvoir travailler.
Donc la disponibilité et la fiabilité sont les maîtres mots, et ce qui va entraîner derrière, on verra un peu plus loin, la nécessité de prendre en compte ce paramètre dans le cadre de la maintenance et de l'optimisation des réseaux. Et enfin, comprimé ou non, l'air doit être de qualité. De nombreuses activités industrielles pour lesquelles la qualité de l'air comprimé est primordiale. Un air comprimé de mauvaise qualité, présence d'eau, de particules, d'huile dans l'air, est vite nuisible aux installations. Ça va entraîner des coûts de maintenance, la détérioration de certains équipements et du coup l'altération de la centrale de production du réseau, d'air comprimé et du réseau. Et il faut savoir aussi que dans certaines industries, dans certains domaines, la qualité de l'air qui est utilisé, l'air process, a un impact direct sur le produit final. Donc finalement, on s'aperçoit que cette production d'air comprimé, elle a un coût aussi bien pour fabriquer cet air comprimé, mais il peut y avoir aussi des coûts indirects liés à une mauvaise gestion qui vont entraîner des coûts de maintenance qui vont s'envoler, voire avoir des impacts sur la qualité du produit qui est réalisé et qui est commercialisé. Alors, quelques chiffres. Donc, les chiffres que je vais vous présenter là sont des chiffres qui sont issus d'études qui ont été menées par l'ADEME ou par certains groupes de travail européens. Ils ne sont plus forcément au goût du jour à ce jour, vu, on va pas se mentir, l'envolée des coûts de l'énergie. Mais ça permet de mettre un peu en perspective et surtout de se rendre compte des choses. Un trou de 1 mm de diamètre, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Si vous prenez une règle ou quelque chose à côté de vous, vous regardez ce que ça représente, 1 mm. 1 mm de diamètre sous cette barre, ça représente 5 mètres cubes d'air comprimé de perdu. À une dépense moyenne de 250 € hors taxe. Comme on disait, les coûts énergétiques allant en montant et en s'envolant, en début d'année, on est tous conscients que tout ça va encore continuer à s'envoler. Les coûts qui sont là sont vraiment très très bas par rapport à ce que ça va être dans quelques semaines, quelques mois. Les fuites d'air comprimé peuvent représenter, d'une manière générale, de 10 à 50% de la consommation moyenne d'air comprimé dans une usine. Et pour ça, l'ADEME a réalisé il y a quelques années sur la région Champagne-Ardenne une très grosse campagne d'études. De très nombreuses industries ont été auditées, diagnostiquées, et 1 sur 2 comportait un taux de fuite supérieur à 40% de sa consommation d'air comprimé, et bien souvent, personne ne s'en rendait compte. Ou alors, l'exploitant se doutait qu'il y avait des fuites, mais il n'avait aucune idée de la proportion. D'accord ? Donc 40% de la production d'air était perdue. Alors, il faut savoir que dans certains cas, les fuites d'air sont liées au process, on ne peut pas les enlever, hein, c'est comme ça fait partie du process de fabrication et d'utilisation des machines, mais une très 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 grosse partie de la perte d'air comprimé, c'est lié aux fuites. Autre paramètre à prendre en compte, dès lors qu'on sait que, si on part du principe que l'on a des trous à droite à gauche dans l'installation et donc une bonne partie de l'air que l'on a produit qui part comme ça pour aller se promener dans les ateliers ou on ne sait où, ça va nécessiter d'augmenter donc le débit, d'augmenter les pressions, et 1 bar supplémentaire à produire, c'est 6 à 7% d'énergie en plus. Donc en gros, une pression élevée dans un réseau est synonyme de surcoût. Et tout ça, c'est un système qui est un peu pervers parce que plus on va avoir des fuites, plus il va falloir augmenter les pressions, plus il va falloir remplir le réseau et plus on va produire. Et en fait, plus on va monter la pression, et plus les fuites vont s'aggraver. Donc en fait, c'est un jeu sans fin. 75% du coût global d'un compresseur est relatif à sa consommation d'énergie. Autre point à prendre en compte, un compresseur qui fonctionne à vide. Ça peut arriver, hein, on entend régulièrement. Enfin, moi, je l'ai déjà constaté plusieurs fois. Les compresseurs tournent alors qu'il n'y a pas de consommation derrière. Et 25 à 40%, ça correspond à 25 à 40% de sa puissance nominale. Un compresseur qui tourne tout seul sur lui-même, il consomme 25 à 40% d'énergie, qui du coup ne sert à rien. On est bien d'accord. Donc le but là-dedans, c'est bien de limiter les fonctionnements à vide et à faible charge. Température d'aspiration, c'est la même chose. Un compresseur, il admet de l'air d'un côté, il le comprime et il vous le restitue pour pouvoir l'utiliser. 1 bar supplémentaire une température, je regarde autre chose. Température d'admission, donc une diminution de 5% de température d'admission, c'est une consommation électrique qui diminue, là, une petite faute de frappe, de 1,7%, ce qui m'a un peu perturbé. 1,7%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un compresseur, on puisse limiter au maximum ses pertes de rendement, voire améliorer un peu le rendement, hein, partant du prérequis qu'un compresseur ne fait pas partie des machines qui ont le rendement le plus élevé, il faut absolument qu'on admette de l'air frais.
à partir du moment où le compresseur va admettre de l'air chaud pour le comprimer, son rendement va chuter encore plus et ses consommations vont augmenter. Donc, si on répartit un petit peu les coûts de fonctionnement d'un compresseur, si on part sur une base de 6000 heures de fonctionnement par an, donc à raison de 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, qui correspond à une industrie de taille standard, sur une période de 5 ans, on se rend compte que les coûts globaux de l'installation d'air comprimé, 75% partent dans l'énergie, 13% dans les investissements, donc l'investissement d'origine sur le compresseur lui-même et tous ses accessoires, plus les divers accessoires qu'on peut être amené à rajouter, les évolutions d'entreprise, de taille, etc. Et 12% partent dans la maintenance. Donc 75%, c'est de l'énergie pure, c'est de la consommation d'électricité, clairement. Petit abac qui correspond cette fois-ci, donc qui a été mis en œuvre par l'ADEME pour avoir la même chose, pouvoir mettre en perspective tout ça, les coûts. On est sur le même type de fonctionnement qu'on a vu auparavant, toujours sur la même base de coût moyen du kilowattheure. Eh bien, on se rend compte que le coût en fait de production, déjà d'une part, n'est pas linéaire en fonction de la taille des trous, et que ça peut très très vite chiffrer. Voilà, on retrouve les 250 € là pour un trou d'1 millimètre. Il y a fort à parier que dans n'importe quel type d'industrie ou d'installation, il n'y a pas qu'un seul trou, il y en a plusieurs. Donc vous multipliez ça par le nombre de trous, par la taille du débit de fuite, on se retrouve vite à des coûts qui sont colossaux de consommation d'électricité uniquement pour envoyer de l'air dans l'atmosphère. Et forcément, derrière, cet air qui est perdu à travers les fuites, c'est de l'air que l'on n'a pas dans le process. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on a dit en préambule. Et ça va nécessiter soit d'augmenter les pressions de service, soit dans certains cas, et ça je l'ai déjà vu, où l'industriel se dit, mon compresseur n'a plus réellement les capacités à produire pour ce dont j'ai besoin, donc je vais en mettre un deuxième. Ce qui en fait ne sert pas à grand-chose dans la mesure où on continue à envoyer de l'air dans les fuites. Alors, quelle solution ? Il n'y a pas de solution miracle. Nous, on a ciblé différents secteurs. Donc, une des enquêtes qui a été menée par l'Europe a été de répartir quels étaient les axes de progression pour pouvoir améliorer la production d'air. On s'aperçoit que la recherche de fuite et la maintenance représentent 42% des pistes d'amélioration. Et ça se comprend aisément, puisque c'est ce qu'on a dit. Grosso modo, si l'air est de mauvaise qualité, on va détruire très rapidement les consommables, les filtres, les unités de production, etc. Et surtout, on va fabriquer de l'air qu'on envoie dans l'atmosphère, qu'on envoie dans l'atelier, qu'on envoie partout. Donc 42% des pistes sont à ce niveau-là. 26%, ça va être au niveau de l'optimisation de la production d'air comprimé. Donc on va rentrer dans le détail un petit peu après. Mais la question à se poser, c'est, alors, il n'y a pas de solution standard applicable à tout le monde. Chaque entreprise, chaque exploitant a des solutions à mettre en œuvre. Mais voilà, si on voulait tirer une espèce de schéma directeur, la question à se poser, c'est est-ce que finalement le compresseur est adapté à mes besoins? Est-ce que finalement c'est normal qu'il tourne en permanence? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans certains cas, créer un réseau d'air à une pression de service de l'ordre de 7 bars, de 8 bars, qui serait un réseau process, et créer un autre réseau en parallèle à des pressions beaucoup plus faibles pour l'outillage, pour les soufflettes, etc. Troisième possibilité, l'architecture du réseau, où là, très souvent, on a des optimisations qu'on peut faire là-dessus. Alors après, on se retrouve souvent sur des optimisations qui vont nécessiter des gros travaux. Mais il y a quelquefois des gains à faire au niveau de l'architecture du réseau. La technologie, évidemment, des compresseurs, si on a un appareil qui a 30-40 ans, c'est sûr que par rapport à les compresseurs modernes d'aujourd'hui, avec des pilotages électroniques, on n'a pas du tout le même rendement, ça c'est évident. Mais bon, voilà, tout ça, c'est un coût. Et un paramètre qui est souvent laissé de côté, qui est la récupération de la chaleur. Un compresseur, pour fabriquer de l'air comprimé, il chauffe énormément. Les unités de compression chauffent beaucoup. Donc, il faut le refroidir. À l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, il faut admettre de l'air frais. En même temps, il faut extraire les calories qui ont été produites. Et dans certains cas, la question peut-être à se poser, c'est de se dire, est-ce que ces calories, je ne pourrais pas en faire quelque chose pour chauffer l'atelier ou pour chauffer des bureaux ou que sais-je. Nous, on s'est axé dans un premier temps sur les 42 plus 26 qui sont en haut, parce qu'on s'aperçoit que 68% des pistes d'amélioration
Ce sont des choses qui sont relativement simples à mettre en œuvre et qui ne nécessitent pas forcément d'énormes investissements. Donc, en résumé, les axes que nous, on privilégie en première approche, même si tous les autres sont des axes qu'il faudrait prendre en compte, hein, c'est la mise en place d'une maintenance rigoureuse et ciblée, la mise en place, on va voir un peu plus loin, de compteurs et d'instrumentation de mesure, adapter la marge des compresseurs aux besoins réels du site et de la production, optimiser l'utilisation de l'air comprimé à travers les soufflettes et l'outillage. Très, très important, sensibiliser le personnel au coût de production d'air comprimé et puis évidemment rechercher les fuites puisque c'est le plus gros vecteur de perte. Alors la démarche, elle est sur deux axes. D'abord au niveau de la production pure, donc le secteur de la production. Alors soit on a dans certains cas un local technique dans lequel on va retrouver le ou les compresseurs, ou alors il est en atelier. Mais on va d'abord s'axer sur la production d'air. Donc, on retrouve les différents paramètres, les températures d'admission, les températures de refroidissement, la température du local, la quantité d'énergie consommée, puisque bien souvent, on l'a vu au début, la facture d'électricité, elle est globale pour tout le site. On n'a pas un compteur et une facture spécifique pour l'air comprimé. Et évidemment, la maintenance. Alors, en détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord instrumenter toutes les températures. On va mettre en place des analyseurs de température et d'hygrométrie sur l'admission d'air, sur le local, regarder quelle est la température de fonctionnement du compresseur, et on va tracer des courbes de tout ça pour pouvoir avoir une idée des températures qui sont mises en œuvre. Donc, toutes ces températures sont mesurées de manière simultanée. Deuxième chose, qui va être le paramètre principal, il faut qu'on sache exactement au niveau électrique comment fonctionnent le ou les compresseurs. Donc, même chose, on va les instrumenter, mettre des analyseurs d'énergie et on va mesurer tous les paramètres qui sont intéressants sur le compresseur. Donc, évidemment, on va mesurer toutes les consommations et tous les paramètres électriques, les tensions, courant, puissance, etc. On va en même temps rechercher s'il y a des perturbations au niveau de l'installation. Mais surtout, on va visualiser le mode de fonctionnement du ou des compresseurs. Donc souvent, on fait deux types de campagnes. On fait d'abord une campagne avec un échantillonnage de points de mesure qui est très court, de l'ordre de 30 secondes, 1 minute. On va tourner comme ça pendant 1 heure ou 2. Et ça va nous permettre de voir quels sont les modes de démarrage, d'arrêt du ou des compresseurs. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, si on a 2 compresseurs, on va mettre 2 analyseurs. Ce qu'on veut, c'est connaître chacun des compresseurs, quel va être son mode de fonctionnement. Donc, le fait de faire des mesures à échantillonnage rapide, ça nous permet de vraiment matérialiser les modes de démarrage, le temps de fonctionnement, d'arrêt, quelle est réellement la puissance consommée du compresseur. Ensuite, on va faire une seconde campagne, plutôt sur du long terme, en général sur une quinzaine de jours, où là, l'échantillonnage va être beaucoup plus long, sur un point toutes les 3 à 5 minutes. Mais là, cette fois-ci, le but, ça va être de vérifier le régime de fonctionnement sur du long terme. Et là, ça va nous permettre de voir, en journée, combien de fois le compresseur a démarré, de vérifier si la nuit fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre d'entreprises qui ne fonctionnent pas la nuit, mais on s'aperçoit que les compresseurs démarrent la nuit, puis s'arrêtent, puis redémarrent. Et là, normalement, il y a fort à parier pour que, dans la mesure où il n'y a pas de production, normalement, il y a très très peu de fuites liées au process. Si le compresseur passe son temps à démarrer, à s'arrêter, c'est que là, cette fois-ci, on a vraiment des gros problèmes. Et on va ainsi pouvoir matérialiser sur une longue période, je vous dis d'une quinzaine de jours, le régime de fonctionnement des machines. Dès lors qu'on a récupéré toutes ces données, on aura vraiment une vision beaucoup plus claire sur comment on produit cet air comprimé et quelles sont les températures mises en jeu. Côté utilisation maintenant, cette fois-ci, on entre dans l'atelier ou dans les ateliers. On va avoir 2 vecteurs. Évidemment, la maintenance. Est-ce que la maintenance est faite en temps, en heure? Est-ce qu'elle est bien prise en compte? Moi, j'ai déjà vu dans certains cas des industriels très, très sérieux qui travaillent très bien, mais qui sont extrêmement focalisés sur leur production, sur leurs produits, ce qui est complètement entendable et qu'on peut comprendre. Mais l'aspect maintenance était mis vraiment au second, voire au troisième plan. Et en gros, aller vérifier les filtres, les purgeurs, etc. Ce n'était pas le sujet du jour. Et en fait, on s'aperçoit que la majeure partie des problèmes est située là. Donc, on va vraiment vérifier si le volet maintenance est pris en compte. Et puis après, on va aller traquer le plus gros vecteur de ce qu'on recherche, à savoir la fuite. Et là, on va vraiment partir à la chasse aux fuites. Donc, la recherche des fuites, on fait ça par ultrasons, avec des pistolets ultrasons. Ça commence à être une méthodologie qui est de plus en plus connue.
Donc, nous, on est équipé de ces appareils-là. Donc, chaque fuite est identifiée et matérialisée par la mise en place d'une étiquette. Ce sont des petites étiquettes avec un petit fil de fer là qu'on va mettre à chaque fois qu'on trouve une fuite. On va faire une photographie de la fuite, on va la localiser pour pouvoir rédiger des fiches. On va enregistrer le débit de fuite qu'on a mesuré, alors en décibels, on ne mesure pas un débit de fuite, en litres par minute. On va mesurer un décibel, donc mesurer le bruit. Ce qu'on recherche là, c'est le bruit de la fuite. Et ensuite, en utilisant différents logiciels, en partant de différents prérequis au moment où on a fait la mesure, en gros, à quelle distance on se trouve de la mesure, quelle est la pression mise en œuvre. En général, on mesure aux alentours de 30 cm sur des réseaux, on va dire grosso modo de 7 bars. À partir du moment où on va rentrer le nombre de décibels, on va avoir une estimation, ça reste de l'estimation, attention, mais on va avoir une estimation du débit de fuite. Connaissant ensuite le coût moyen du kilowattheure, on est capable d'estimer par rapport au régime de fonctionnement aussi de l'usine, combien ça coûte chaque fuite, combien elle va coûter d'une manière annuelle. Et quand on fait la somme de tout ça, on se retrouve vite à des sommes qui montent très très vite. La plupart des prestations que j'ai pu réaliser, en fin de journée, on a vite des forêts de petites étiquettes qui pendouillent un peu partout, et on se retrouve vite à des chiffres de plusieurs milliers d'euros de coûts de prestation, enfin de coûts de production d'air qui partent comme ça dans la nature. Donc ça, c'est vraiment la priorité, de rechercher tout ça, et nous, on va vous orienter sur les urgences. Des choses qui ont été réalisées, que moi j'ai faites sur des recherches de fuite d'air, on mettait avec moi une personne de maintenance, et chaque fois qu'il était possible de résoudre la fuite, elle était résolue tout de suite. Un purgeur qui fait mal, une bille qui est coincée en bas de purgeur avec des poussières, des choses comme ça. Petit à petit, 250 € par-ci, 300 € par-là de débit de fuite, on se rend compte qu'à la fin de la journée, il y a déjà un gain énorme qui a été fait. Et puis finalement, notre prestation, elle est déjà payée, ne serait-ce que par les fuites qui ont été corrigées. Deuxième axe majeur, la maintenance. Forcément, les deux sont intimement liés, souvent. Donc, il est impératif de collecter les documents liés à ce qui est mis en place comme maintenance au jour J, voir si tout est bien prévu, comment on peut optimiser les choses. Alors, dans certains cas, on va être amené à se dire que ce qui est mis en place fonctionne et on ne peut pas faire mieux. Et donc, on s'axe essentiellement sur la chasse aux fuites. Mais quelquefois, on peut optimiser un petit peu les procédures de maintenance. Vecteur extrêmement important, qui souvent est complètement mis à l'écart, c'est la sensibilisation du personnel. Le personnel, selon nous, doit être impliqué dans la bonne utilisation des équipements, en particulier des outillages portatifs. Vous pouvez faire l'enquête en rentrant dans vos établissements, poser la question à votre personnel, selon eux, de qu'est-ce que ça coûte de produire de l'air comprimé. Et on est tous pareils. On sait parfaitement que de l'électricité, du gaz et de l'eau, surtout dans la période où on est aujourd'hui, ça coûte très cher. Mais personne n'est capable de dire fabriquer de l'air comprimé, ça coûte cher, ça coûte pas cher, c'est gratuit ou pas. Et dès lors qu'on n'a pas conscience de ça, forcément, et c'est humain, on va pas faire attention à la consommation. Là, on est tous sensibilisés sur le coût de l'électricité et du gaz. Tout le monde va faire attention, tout le monde fait attention parce qu'on sait que ça coûte très cher. Donc, on met en œuvre toutes les bonnes pratiques possibles, selon nous, pour maîtriser cette énergie-là. Mais je suis prêt à vous parier, faites l'enquête dans vos établissements. L'air comprimé, ça passe complètement en dehors de tous les radars de tout le monde. Personne n'a la moindre idée de ce que ça peut coûter. Et ça coûte très cher. C'est pour ça que nous, on préconise de faire un audit général de l'utilisation de ces équipements, donc des outillages électroportatifs, des outillages pneumatiques, et de mettre en place des fiches de bonnes pratiques. Alors, ça peut être un audit dans les ateliers, mais ça peut être aussi sous forme de petites réunions d'une heure en salle où on va parler de ça avec les salariés et essayer de les sensibiliser sur le coût, justement, de production de cet air comprimé, qui, encore une fois, n'est absolument pas assimilé par personne. Et c'est normal parce qu'on y pense. Enfin, dernière action qui, selon nous, est très, très importante, c'est dès lors que tout le monde est sensible sur le fait qu'on va vérifier qu'au niveau de la production d'air comprimé, mes appareils sont adaptés, j'admets de l'air qui est de bonne température, on a optimisé les cycles de fonctionnement, on est sûr que le compresseur ne fonctionne que quand j'ai besoin. J'ai sensibilisé mon personnel, j'ai plus de fuite, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, tout va bien. Mais comment pouvons-nous faire pour être certain que tout ça dans le temps, ça ne va pas de nouveau dériver?
Donc, nous, on pense qu'il est important d'instrumenter la production d'air. On instrumente très bien maintenant l'eau, on instrumente très bien le gaz, l'électricité d'une manière générale. Instrumentons la production d'air comprimé. L'objectif de ça, c'est de vous accompagner sur le choix de mise en place de capteurs qui vont vous permettre de mesurer quelle est la production d'air comprimé et surtout, l'objectif final, ça va être d'être immédiatement prévenu et d'être sensibilisé très vite dès qu'il va y avoir une dérive. De sorte qu'on ne se retrouve pas à devoir laisser partir comme ça toute l'installation à volo et se poser des questions 3-4 ans après en se disant mince, toutes mes fuites que j'ai résorbées, il y a déjà un nouveau temps partout. Là, l'idée, c'est d'être prévenu très très vite et de pouvoir réagir très vite dès lors qu'on va pouvoir constater que les consommations repartent à nouveau dans des proportions qui ne sont pas normales. Donc l'instrumentation est très importante. Maintenant, on trouve très facilement des capteurs qui permettent de mesurer ça. Donc voilà, donc ça c'est important en fait, dès lors qu'on a résorbé tous les problèmes, d'être informé dès que les dérives vont réapparaître. Parce qu'elles réapparaîtront, hein, c'est normal. Alors, il existe d'autres pistes d'amélioration qui ne sont pas forcément les premières qu'on va primer, parce qu'on a vu tout à l'heure dans les critères d'amélioration, ce ne sont pas celles qui ont les plus forts pourcentages, mais en attendant, ce sont des choses qui sont à prendre en compte, comme par exemple la récupération de chaleur. On l'a vu tout à l'heure, produire de l'air comprimé, les compresseurs vont chauffer, c'est normal, donc il faut les refroidir, donc il faut extraire ces calories. Les calories, dans certains cas, on peut en faire quelque chose. Alors peut-être qu'on peut les ventiler si les compresseurs sont dans un local fermé, et les ventiler dans l'atelier qui est à côté. Ça fait toujours du chauffage, ou peut-être les renvoyer dans les bureaux, alors c'est des exemples, dans les bureaux qui sont à l'étage. Voilà, il existe différents systèmes, soit de ventilation de flux, soit par l'intermédiaire d'échangeurs. Bon, voilà, les fabricants de compresseurs, maintenant, aujourd'hui, des grandes marques, sont tous sensibilisés sur ce volet qui est de récupérer au maximum les calories qui sont produites, qui sont liées de manière normale au process de fabrication de l'air, de récupérer ces calories et d'en faire quelque chose plutôt que de les perdre, voire de les renvoyer à l'extérieur. Voilà, les technologies de compresseurs, c'est pareil, ce sont des choses qui sont de plus en plus modernes, mais bon, voilà, selon moi, ce n'est pas l'urgence première, sauf si on a vraiment des très très vieilles machines, mais voilà, ce n'est pas l'urgence première. Reconfiguration des réseaux, dans certains cas, ça peut être intéressant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure en préambule, que ce soit de boucler des réseaux ou alors de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas séparer un réseau process et un réseau d'utilité. On se rend compte, en fait, il y a des essais qui ont été faits, utiliser une soufflette sous 7 bars ou l'utiliser sous 2 bars, finalement, les travails qu'on lui demande, à savoir de dépoussiérer ou de sécher, marchent aussi bien. Sauf que, voilà, on ne va pas se faire de dessin. Ouvrir une soufflette pendant 3 secondes à 7 bars ou l'ouvrir à 2 bars, il y en a une qui va revenir beaucoup plus cher que l'autre. Donc, quand vous répétez cette opération X fois par heure et X fois par jour, on commence déjà à avoir des gains. Maintenant, voilà, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de séparer mes réseaux. Encore une fois, c'est une étude à prendre en compte et à regarder. Voilà, ça a été rapide. Le but, encore une fois, n'est pas de faire un cours magistral, mais l'objectif pour nous de ces missions d'optimisation de performance énergétique des réseaux d'air, c'est essayer, à la place de l'industriel qui, lui, son cœur de métier aujourd'hui est de produire ces équipements ou de réaliser sa prestation de service, et nous, ça va être de prendre la hauteur nécessaire pour se dire, finalement, est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens? Est-ce que la production d'air qui est en place, est-ce que c'est optimisé? Est-ce que ça ne marche pas sur la tête, tout ça, finalement, et que tout fonctionne en dépit du bon sens? Et c'est normal, l'industriel, lui, son métier, c'est de produire des machines, de produire des équipements, de sortir des produits, de fabriquer, de faire ses prestations de service. Voilà, se poser la question de se dire est-ce que le réseau est vraiment dans un bon état? C'est clair que ce n'est pas son sujet aujourd'hui. Donc nous, on est là pour ça, pour essayer de prendre un peu la hauteur de vue et mettre le doigt là où il y a des choses qui sont améliorées et surtout accompagner. Encore une fois, on ne vend pas du matériel, on ne vend pas des capteurs, nous, on ne vend pas tout ça. On est là pour accompagner. Voilà. Merci Eric. On a une question là, si tu veux regarder dans l'onglet chat de Géraldine Dubois. Oui. Je ne sais pas si tu la vois. Les rotatifs, les instruments. Alors, c'est toujours pareil. Oui, il peut y avoir un gain. Maintenant,
il faut voir deux choses. Il faut voir le nombre d'appareils qui rentrent en ligne de compte, et puis surtout, est-ce que le fait de passer d'instruments pneumatiques à des instruments électriques, est-ce que pour vous, le résultat final, parce que quand on prend une machine rotative, qu'elle soit pneumatique ou électrique, c'est parce qu'on lui demande de faire quelque chose. Est-ce que finalement la machine électrique va vous rendre le même service que la machine pneumatique? Voilà, c'est plus voir si vous, au niveau de votre activité, ça se fait. Et après, ça va être le nombre de machines. Si vous en avez beaucoup, effectivement, on peut être amené à se poser la question. Si c'est une ou deux, bon, voilà. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Il faut voir quel est le type de machine, combien de fois elles sont utilisées, parce que quelquefois, ça peut valoir le coup de la maintenir, la machine pneumatique, mais peut-être de revoir avec la personne qui s'en sert, sa façon de s'en servir. Et encore une fois, souvent, le volet humain est mis de côté. Donc oui, dans certains cas, ça vaut le coup. J'ai une question sur la possibilité de récupérer la présentation. Elle vous sera envoyée en fin de webinaire et vous pourrez accéder au replay aussi. Voilà, on va attendre un peu, voir si vous avez d'autres questions. A priori, tu étais super clair, Eric. Ah, bon, c'est bien. Encore une fois, j'étais pas là pour faire une formation en air comprimé. Hein. C'est vraiment pour ouvrir un peu les yeux et relever la tête. On est tous pareils du guidon qu'on a aujourd'hui. On va attendre un petit peu, quelques instants si vous voulez, si on a des questions qui arrivent. Il y a une question dans l'onglet questions, si tu la vois, Eric. Ouais. Alors, des mesures de consommation en différents points du réseau. Ah, c'est compliqué, ça, de mesurer des consommations d'air comprimé. Alors, il existe différents appareils. En fait, ça va être essentiellement lié à de la mesure de pression. Maintenant, sans faire C'est compliqué de mettre des capteurs directement à certains endroits sur le réseau parce que c'est pas d'électricité, hein, on met pas des pinces ampérimétriques ou des choses comme ça. Donc, insérer des capteurs, c'est plus compliqué en différents points du réseau d'air. Donc, moi je pense que c'est plus la conjonction de comment on utilise l'installation, quel est l'équipement qui consomme, et puis voir la bonne pratique de la personne qui s'en sert. Mesurer un débit, on va pouvoir le vérifier par les ultrasons, ça pose aucun problème. Mais faire de la mesure très précise sur différents points de l'installation du réseau, alors oui, hein, c'est un réseau d'air comprimé, c'est avant tout une pression, hein, donc on met des manomètres, hein, mais les manomètres, il faut forcément modifier un petit peu le réseau, il faut faire des trous pour les installer, quoi. Donc voilà, moi je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire d'aller instrumenter tout le réseau d'air comprimé. Voilà, je pense que l'utilisation qui en est faite permet déjà, et la recherche des fuites permet déjà de résoudre bon nombre de problèmes. Merci Eric. Alors, a-t-on d'autres questions? On va attendre quelques instants, laisser le temps aux gens d'éventuellement les saisir. Alors, le fait de nettoyer avec un coup d'air comprimé, c'est un coup important. C'est toujours pareil, comme dit l'autre, ça dépend, quoi. Si vous nettoyez à coup de soufflette une fois, je dis n'importe quoi, hein, une fois par heure, non, ça ne coûte rien du tout. Si c'est X fois par minute, plusieurs fois par seconde, en la laissant ouverte en grand, oui, ça va vite coûter très cher, quoi. C'est toujours la même chose, hein. Ouvrir une soufflette en grand sous cette barre, on est à plusieurs millimètres d'ouverture, quoi. Donc, on a vu tout à l'heure les coûts, ça peut vite revenir très cher. Alors, sur un coup, évidemment, non, c'est pas bien grave. Et puis, de toute façon, il faut le faire. Dans certains cas, il n'y a pas le choix. Le faire plusieurs fois, on peut être amené à se poser la question. Voilà, chez certains clients, nous, c'est ce que j'avais préconisé, c'est de faire des réseaux courts, simples, mais qui ne servent qu'à ça, dans lesquels on va baisser la pression, parce qu'on se doute bien que le coût, il est lié au taux de fuite et le taux de fuite est directement lié à la pression. Donc, si on peut baisser la pression sur ces réseaux d'utilité, je dirais, eh bien, forcément, vous réduisez les coûts d'autant, quoi.
Mais voilà, est-ce que ça coûte cher? Ça peut coûter cher, mais c'est toujours pareil. Si on s'en sert peu, bah non, il faut le faire et puis il ne faut pas se casser la tête parce que les améliorations vont revenir plus cher que la consommation d'air en tant que telle. Par contre, si ce sont des actions qui sont régulières, liées au process, etc., oui, il faut se poser la question, mais ça peut être aussi le technicien qu'il faut former en lui disant, mais écoute, non, tu n'as peut-être pas forcément besoin d'appuyer toujours à fond pendant, alors je grossis le trait, hein, mais pendant 30 secondes, alors que finalement, c'est un petit coup et c'est suffisant, quoi. Peut-être qu'on peut brider aussi cette soufflette, mettre des vannes en entrée, j'en sais rien, pour réduire justement cette fois-ci les débits. Il y a une autre question qui est arrivée de Romane Jouan. De l'autre côté, là, si ça passe. Oui, sur l'autre question. Peut être fait en interne. Alors, oui, c'est des choses qui, voilà, on va se raconter l'histoire. Oui, évidemment, ça peut être fait en interne, mesurer des fuites. Voilà, c'est un procédé acoustique. Donc, c'est pas compliqué en soi. Il faut savoir s'en servir. Voilà, ce pas des appareils très complexes, mais il faut savoir s'en servir. Voilà, donc, oui, ça pourrait être fait en interne. L'achat du matériel est-il élevé? Toujours pareil, tout dépend de l'appareil que vous allez prendre. Bon, c'est plusieurs milliers d'euros. Un appareil, ça va de 3 000 à 4 000 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous voulez quelque chose qui soit high-tech, je dirais. Il existe maintenant ce qu'on appelle les caméras acoustiques. Voilà, donc ça peut vite coûter cher. Voilà, nous, on n'est pas sur ces systèmes-là. On a des pistolets ultrasons plutôt perfectionnés, mais on n'est pas sur des systèmes high-tech parce que ce qu'on veut mesurer, encore une fois, c'est acoustique, c'est un débit. En fait, ce n'est pas la mesure en tant que telle qui est complexe à faire, ça va être l'analyse qui va en être faite, quoi. Voilà. C'est en gros, voilà, je mesure, je vous dis n'importe quoi, au pistolet ultrason, j'ai réussi à localiser une fuite, j'ai fait abstraction du bruit ambiant, parce que c'est le piège principal, c'est de faire abstraction des bruits ultrasons qui sont ambiants, qui pourraient venir s'ajouter à la mesure de fuite. Donc voilà, est-ce que j'ai bien calibré mon appareil, supprimé les bruits ambiants, à quelle distance je suis, bon, tout ça, ça paraît bon, je l'ai localisé, je mesure, je dis n'importe quoi, 23 décibels. Voilà, j'en fais quoi de ça, de 23 décibels? C'est là en fait qu'est la valeur ajoutée, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de cette mesure. Mais oui, c'est pas un procédé qui est extrêmement complexe. Et voilà, ça démarre. Alors je suis pas vendeur de pistolets ultrasons, encore une fois, mais de mémoire, ça doit commencer de l'ordre de 3 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à des 14 000 à 15 000 euros, il me semble. Merci Eric. Bah, écoute, a priori. Ah si, une nouvelle question vient d'arriver. PV d'étanchéité, ça, ils vous le feront jamais. Ça, il n'y en a pas un qui va s'engager sur un PV d'étanchéité d'un réseau sur une installation neuve. Pourquoi? Parce que l'installation, elle a forcément des piquages à droite à gauche qui sont prévus, donc ça nécessiterait de mettre des bouchons partout, de la mettre en pression. Voilà, sauf erreur de ma part, il n'y a absolument rien d'imposé là-dessus, à part sur évidemment les réservoirs, etc., qui sont les équipements sous pression qui sont gérés par l'État, mais avec délégation vers les entreprises qui font les épreuves, etc. Mais non, il n'y a pas de. C'est pas du froid. Sur la production de froid, effectivement, il y a des PV d'étanchéité, etc., qui sont demandés. Mais là, on est sur de l'air. Et de l'air, il n'y a jamais personne qui va s'engager, selon moi, à vous dire oui, le réseau que je vous ai fait, il y a zéro fuite. Alors évidemment, ils vont vous faire des essais, tout ça, parce que leur intérêt, c'est de vous livrer un réseau qui soit propre, qui tienne debout et qui ne soit pas fuyard de partout. Mais de là à faire un PV, c'est un procès verbal, ça a quand même un poids juridique. Bon, voilà, ça, je ne sais pas si les installateurs iront jusque-là. Après, ça peut être des choses à demander, je réfléchis comme ça. Voilà. Vous pourriez très bien demander à votre installateur de mettre des bouchons partout où il y a les piquages de prévu, de mettre l'installation en pression, d'attendre 15-20 minutes et de faire des recherches par ultrason et de vous assurer qu'il n'y a rien nulle part. Ça, c'est réalisable, par contre. Merci Eric. Chat, je vois qu'il y a encore un truc. Non. Il semble qu'il n'y ait plus de questions.
J'attends 2 minutes au cas où quelqu'un a une question qui vienne. De toute façon, vous aurez nos coordonnées, mes coordonnées, tout ça. Donc, s'il y a des questions qui reviennent après, il ne faut pas hésiter à revenir, à poser des questions. Mais comme je dis toujours, quand je fais des présentations ou des formations, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous aurez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou envoyer un petit message. Tout à fait. On va vous envoyer la présentation. Vous aurez accès au replay du webinaire. Et puis, effectivement, les coordonnées d'Éric. Donc, il ne faudra pas hésiter à le contacter si vous avez d'autres questions. Oui, il ne faut pas hésiter. S'il faut qu'on se voit, j'en sais rien, qu'on vienne avec du matériel, faire un essai, il ne faut pas hésiter. Hein. Bon, Éric, je crois que nous n'avons plus de questions. Je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on est bien. Donc, on va terminer l'événement. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres, on reste à votre disposition. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.